Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série, vous l'avez compris, durant tout le mois de décembre 2021, qui se met en mode Game of Thrones et on reçoit tous les spécialistes francophones. Et aujourd'hui, le mot francophone prend tout son sens, on a enregistré avec Tasmin Ayed depuis la Tunisie et aujourd'hui, on enregistre depuis le Canada avec Marine Agogé. Bonjour Marine. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes aujourd'hui avec votre collègue Cyril Sardet. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. Donc, je vous présente, Marine en priorité. Vous êtes, puisqu'honneur aux dames, vous êtes professeur à HEC Montréal depuis 2014. Vous enseignez des cours de management d'innovation et de design organisationnel. Vous êtes formé comme ingénieur avant de vous orienter vers les sciences de gestion. Vos recherches interdisciplinaires portent sur les biais cognitifs dans les raisonnements créatifs et sur les outils de gestion de l'innovation dans les organisations. Vos travaux ont été publiés notamment dans PLOS ONE, Creativity and Innovation Management Journal ou encore dans le Journal of Creative Behavior. Vous êtes, on va en parler tout de suite, le co-auteur avec Cyril justement d'un ouvrage et de 2 articles sur le management dans la série Game of Thrones et vous animez aussi un podcast qu'on recommande qui s'appelle Management Popcorn. Alors quant à vous Cyril, vous êtes professeur à HEC Montréal depuis 2006 et vous y enseignez et coordonnez plusieurs cours de leadership et de management. Vos recherches portent sur les dirigeants, le leadership et la décision. Vous avez notamment étudié les archives de Pierre Lefaucheux, qui est PDG de Renault entre 44 et 55, et plus récemment, vous étudiez les joueurs de poker et les chefs d'orchestre. Vous êtes titulaire de la chaire de leadership Pierre Pellado, et donc vous avez tous les deux, alors peut-être Marine, présentez-nous cet ouvrage paru aux éditions EMS en 2019, qui s'intitule Petit traité de management pour les habitants d'Essos, Westeros et d'ailleurs. On va en parler tout au long de l'émission, mais ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu dire tous les deux? Eh bien, en fait, avec Cyril, on enseigne des cours de management donc, à HEC Montréal à des étudiants niveau licence et on donne notamment et on s'occupe du cours d'introduction. Donc, on a au management, on a à peu près 1200 étudiants chaque année qui suivent ce cours-là. Et on était en 2016-2017. On enseigne ce cours donc sur vraiment les fondements du management et en même temps, on regarde la série Game of Thrones comme à peu près la moitié de la planète et on voit des grands parallèles entre 3 archétypes de management qu'on enseigne à nos étudiants qui sont basés sur
les formes de domination explicitées par le sociologue Max Weber. Et on voit 3 personnages dans la série Game of Thrones qui incarnent ces archétypes-là. Et donc on se dit, on va utiliser la série pour faire passer un peu la théorie auprès de nos étudiants. Et d'une part, ça a suscité énormément d'intérêt de la part de nos étudiants, mais aussi ça nous a donné beaucoup envie de creuser plus que ça avec Cyril. Et donc, c'était à l'époque, c'était la saison 6. Et donc, on s'est plongé dans l'écriture d'un livre sur les théories du management au travers de la saison Game of Thrones. Et en particulier, on suit 3 personnages, Daenerys Targaryen, Jon Snow et Tyrion Lannister. Parce que pour nous, c'est vraiment les 3 archétypes de 3 formes de management. Daenerys Targaryen, elle représente le management charismatique. Jon Snow, il représente le management traditionnel. Et Tyrion Lannister, il représente le management technique fondé sur la légitimité rationnelle légale. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a été au cœur de nos recherches et en tout cas du fait qu'on s'est lancé dans l'écriture de ce livre. Cyril, est-ce que tu veux compléter? C'est parfait comme résumé. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un ouvrage, de prime abord, on se dit management, Game of Thrones, et pourtant, vous voyez, on est aussi aujourd'hui en train de faire une émission ensemble, preuve qu'il y a des choses à dire. Alors, peut-être commencer, vous l'avez dit, ces 3 personnages, chacun se rapproche à un archétype vous l'avez dit, de figure managériale. Alors, commençons peut-être par Daenerys, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus? Eh bien, Daenerys, elle incarne donc le management charismatique. Alors, c'est une des 3 formes que Max Weber explicite comme étant une des raisons qui vont faire qu'une personne va accepter librement et volontairement de se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, va accepter d'être soumis à une forme de management. Donc, il y a 3 raisons légitimes. La première, une des réponses, c'est le charisme. Et donc, effectivement, Daenerys, elle incarne ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le charisme? Dans les mots de Max Weber, il explique que c'est la qualité extraordinaire d'une personne qui est douée de force ou de caractère surnaturel ou surhumain, inaccessible au commun des mortels. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses incroyables, qui fait des miracles. Daenerys, elle incarne particulièrement ça. C'est la mère des dragons, elle rentre dans des bûchers, elle ressort avec des bébés dragons, elle est insensible au feu, elle est la briseuse de chaînes, elle est l'émancipatrice, etc. Donc elle incarne vraiment cette forme-là de charisme. Cyril, peut-être effectivement sur Daenerys ou voir justement une autre forme de charisme qui en a fait un des personnages phares d'ailleurs, peut-être vous l'avez dit, parce qu'il est qualifié peut-être de manager plus traditionnel, mais c'est Jon Snow. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Jon Snow, effectivement, parfois il a été comparé à Daenerys. Certains lui ont qualifié le mot charismatique, mais d'un point de vue weberien, c'est pas le cas. Jon Snow n'est pas charismatique au sens, n'incarne pas le charisme au sens strict. Il incarne une toute autre forme de légitimité. Dans le livre, on l'a appelé le management organique. C'est lié à la domination légitime que Max Weber appelait traditionnelle. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce qui fait que la personne est suivie, c'est pas qu'elle est différente des autres, qu'elle est extraordinaire, qu'elle fait des miracles. C'est au contraire parce que la personne incarne les valeurs, traditions, coutumes du groupe. Et Jon Snow, en fait, est pas quelqu'un qui en soi fait des miracles. S'il n'a pas fait naître des bébés dragons, il n'a pas été un briseur de chaînes. Oui, ok, il monte sur des dragons aussi, mais il le fait avec Daenerys. C'est pas un combattant exceptionnel, ni un stratège exceptionnel. On peut rappeler la bataille des bâtards, qui est quand même une catastrophe si jamais Sansa n'arrive pas pour sauver la mise. Donc c'est pas un personnage qui en soi réalise des miracles, Jon Snow. Par contre, c'est quelqu'un qui va incarner de façon vraiment quasiment pure les valeurs et la raison d'être même de l'organisation qu'il sert, qui est la garde de la nuit, qui a pour but de protéger les vivants du royaume des morts. Et il l'incarne tellement bien qu'il considère que pour l'incarner, il faut protéger tous les vivants, y compris les ennemis irréductibles que sont
ceux qui sont appelés les sauvageons au nord du mur. Et donc, il incarne ça. Et ce qui est assez fascinant avec Jon Snow, c'est que c'est un personnage qui réunit autour de lui tout un tas de gens assez différents, mais qui ne se réunissent pas autour de Jon en tant que tel. C'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui dirige les sauvageons, c'est un de ses alliés, c'est pas lui qui dirige réellement les armées du Nord, c'est quelqu'un qui réunit tout un tas de gens autour de lui, y compris Daenerys d'ailleurs, hein, pour aller combattre le roi de la nuit. Donc on a un personnage relativement différent. Alors ce qui est intéressant aussi avec Jon Snow, et ça c'est très Weberien, c'est que lorsque un personnage qui incarne la légitimité traditionnelle sort un peu de son rôle, et ben, ce que disait Weber, c'est qu'en général, ça se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire que les gens se retournent contre lui, et c'est ce qui arrive à Jon, qui est assassiné par certains membres de la garde de nuit lorsqu'il décide justement d'ouvrir les portes du mur aux sauvageons du Nord. Donc on a vraiment un personnage assez différent, mais qui est assez, assez proche des préoccupations d'aujourd'hui, parce que ce personnage fait deux choses. D'une part, il protège le monde, entre guillemets, de périls qui sont en train d'arriver. Tout ressemblance avec le réchauffement climatique serait une coïncidence, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui réunit des gens très, très différents autour d'une même cause. Et là encore, en termes de management en entreprise, lorsqu'on réunit des gens de génération, de culture, de religion, tout un tas de choses différentes, c'est aussi un personnage qui est assez novateur et assez dans le goût du jour, en fait, j'ai envie de dire. Et une des choses qui est intéressante avec Jon Snow, c'est qu'on pourrait se dire, mais il y a un miracle. C'est-à-dire que c'est quand même, il est tué et il est ramené à la vie. Et donc, ça, c'est une des questions qu'on nous pose souvent, mais est-ce que là, il n'y a pas une forme de miracle? Et est-ce que du coup, Jon n'est pas charismatique? Il faut se remettre dans la position il faut se poser la question de qui fait le miracle. Et en fait, la résurrection de Jon Snow, ce n'est pas Jon qui fait le miracle. C'est la sorcière rouge. Dame Mélisandre. Dame Mélisandre. Merci Cyril, j'ai eu un petit blanc. C'est Mélisandre qui fait le miracle. Et c'est elle qui ramène Jon à la vie. Et donc, en aucun cas, parce que cet événement pourrait être vu comme justement une source de légitimité charismatique, mais à aucun moment c'est Jon qui fait le miracle. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'à aucun moment il ne va s'en servir comme une raison pour laquelle il serait légitime pour être chef ou pour être dirigeant. À aucun moment, c'est parce qu'il a été, parce qu'il est ressuscité que les gens se mettent à le suivre. Les gens se mettent à le suivre parce qu'il incarne une mission, il porte une raison d'être collective, et c'est ça qui fait que le collectif prend sa suite et en fait se met à le suivre. Et donc, faut bien faire cette distinction entre les raisons qui font qu'on accorde une légitimité à un dirigeant. Là, qu'est-ce qui fait que les gens suivent Jon Snow? C'est pour les valeurs, pour ce qu'il incarne, pour la tradition qu'il perpétue, pour cette capacité qu'il a à rallier à cette raison d'être tout un tas de gens différents. Et la raison d'être étant la survie, protéger le monde tel qu'il existe. Et peu importe d'ailleurs est-ce qu'il y a eu des miracles ou pas, c'est pas la raison pour laquelle les gens le suivent. Alors que d'ailleurs, on pourrait revenir sur Daenerys tantôt, je disais qu'elle faisait des miracles, et c'est la raison pour laquelle, à Essos, les gens la suivent. C'est-à-dire que d'ailleurs, à un moment donné, il y a un passage magnifique où on a Sir Davos qui pose la question à Missandei. On est, une fois que Daenerys est arrivée sur Westeros, Davos pose la question à Missandei de « Mais pourquoi Daenerys, pourquoi elle ?» Et la réponse de Missandei est très claire. On la suit non pas parce qu'elle est la fille de quelqu'un, non pas parce qu'elle elle serait une héritière d'un trône, on la suit parce qu'elle est elle et pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle incarne et pour le fait que notamment elle est arrivée dans la ville de Missandei et qu'elle a libéré les esclaves. C'est la raison, c'est le fait qu'elle ait fait ce miracle-là qui fait que tous les gens sur Essos suivent Daenerys. C'est parce qu'elle fait des miracles. C'est parce qu'elle incarne cette légitimité-là. Donc on voit bien que, en tout cas, c'est une des choses qui nous semble très intéressante, c'est que non seulement ces trois personnages, parce qu'on n'a pas encore parlé de Tyrion, on y viendra après, mais ces trois personnages incarnent des archétypes
de légitimité managériale. Mais en plus, ils pourraient en incarner d'autres. C'est-à-dire que Daenerys pourrait utiliser son nom pour régner. Jon Snow pourrait revendiquer le fait qu'il est ressuscité pour asseoir une légitimité. C'est pas ce qu'ils font. Daenerys, les gens qui la suivent, les Dothraki, les Immaculés, même la petite troupe qui la suit à la fin de la saison, ils le font parce qu'elle fait des miracles. Ils le font pas parce qu'elle est Daenerys Targaryen. De la même façon que les gens qui suivent Jon Snow, ils le font pas parce qu'il aurait été ressuscité par Mélisandre, ils le font parce qu'il est porteur d'une raison d'être à laquelle ils adhèrent. Et pour continuer le parallèle entre ces deux personnages et leurs différences, on peut remarquer aussi que Daenerys est beaucoup dans le « je veux ». Je veux libérer les esclaves, je veux être indépendante, je veux devenir reine, je veux conquérir Westeros. Tout un tas de choses qui sont vraiment dans sa volonté à elle. Jon est beaucoup plus dans le « nous devons », dans le devoir, dans ce qu'ils sont censés faire collectivement comme groupe. Nous devons protéger les vivants, nous devons protéger le mur des gens du Nord, nous devons protéger ceci, cela. Il est beaucoup dans le devoir et dans le nous devons, et ça le rend extrêmement différent de Daenerys. Et d'ailleurs, c'est sans doute parce qu'ils sont si différents qu'ils peuvent fonctionner si bien ensemble, hein, en réunissant un moment, en unissant leurs forces, parce qu'ils sont vraiment sur des légitimités complètement différentes et qui se combinent très bien lorsque ça fonctionne. Autre personnage, vous avez évoqué en introduction, Marine, hein, vous avez reparlé, c'est Tyrion. Tyrion qui lui aussi, hein, de prime abord, n'est pas le personnage le plus légitime, à part peut-être sa naissance en tant que Lannister, mais ensuite, il est quelqu'un de rejeté par sa famille, de par son nanisme par exemple, et puis finalement part en exil et puis devient la main de Daenerys et finit d'ailleurs, hein, on peut spoiler la fin, mais finit d'ailleurs main de Bran à la toute fin de la série. On voit bien que c'est quand même un personnage qui joue un rôle clé. Oui, et c'est pour ça que pour nous, c'est l'incarnation du troisième archétype de management. Donc, on a Daenerys qui incarne le charisme, on a Jon Snow qui incarne un management organique qui se base sur la tradition, et Tyrion Lannister, vous venez de le dire, il a un nom, mais en fait, à partir du moment où c'est un nain et qu'il est rejeté par sa famille, il ne peut pas miser sur la tradition. Il ne peut pas miser sur le fait d'ailleurs, son père lui refuse de pouvoir, par exemple, diriger Casterly Rock ou ce genre de choses, hein. Il est vraiment, il ne peut pas aller sur cette voie-là. Et en fait, il va mobiliser la troisième forme de légitimité qui est le caractère rationnel légal du management, ce que Weber explique en disant que dans ce cadre-là, on obéit à un ordre impersonnel, objectif, légalement arrêté, et on obéit à ses supérieurs parce qu'il y a des règlements qui font que cette personne est dans une certaine position et on lui obéit. Et en fait, Tyrion, ce qui fait que les gens vont suivre ces directives, c'est parce qu'il est main du roi. Alors, il est main du roi Geoffrey, dans un premier temps, en substitut de son père. Ensuite, il va être main de Daenerys pendant un certain temps. Et effectivement, à la fin, il va être main de Bran. Hein, Tyrion, c'est vraiment l'incarnation de la fonction. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que les quelques fois où il essaye autre chose, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, il va chercher à tenir un rôle un peu plus charismatique, à faire des discours de bataille. Le premier discours de bataille qu'il fait, je pense, c'est dans la saison 1, quand il fait la guerre contre... il rejoint l'armée de son père et il se retrouve, son père le met sur le champ de bataille aux premières loges contre les Stark. Et il fait un discours et les troupes se mettent en marche et je pense qu'il fait 3 pas et il est assommé. Donc ça sera de très courte durée. Et l'autre moment où il fait un grand discours, c'est au moment de la bataille de la Nera et où il finit balafré au fin fond d'un grenier. Et donc là encore, on est quand même très loin d'une grande réussite vis-à-vis de l'exercice d'une autre forme de légitimité managériale.
Et vraiment, Tyrion, ce qui va faire que les gens lui obéissent, c'est parce qu'il est main du roi, ou de la reine, c'est parce qu'il a une insigne. Et comment est-ce qu'il détient, comment il arrive dans ces fonctions-là? C'est parce qu'il fait la démonstration de compétences, d'ailleurs de compétences livresques. Tyrion, c'est pas quelqu'un qui développe des compétences avec de l'expérience, c'est quelqu'un qui lit dans les livres, qui est extrêmement instruit. C'est l'équivalent un peu dans notre monde à nous des diplômes ou de l'éducation universitaire. Et donc c'est ça qu'il va mobiliser et qu'il va utiliser pour asseoir sa légitimité comme manager, comme gestionnaire dans différentes circonstances dans Game of Thrones. Ça vous permet maintenant de voir les 3 grandes qualités de chacun qui sont utilisées par ces 3 grands types de légitimité. Tyrion, effectivement, c'est sa compétence. Daenerys, on l'a vu, ce sont ses miracles. Et Jon, c'est le fait qu'il incarne les valeurs du collectif. Et on pourrait ajouter qu'il soit prêt d'ailleurs à se sacrifier pour le collectif. C'est quelque chose qui revient très souvent chez Jon aussi, cette notion de sacrifice. Et donc voilà, trois qualités, 3 caractéristiques très différentes de ces 3 personnages, mais qui sont vraiment au cœur de leur légitimité et de leur ascension à leurs différentes fonctions. Voilà les 3 personnages que vous avez étudiés. Alors c'est vrai que quand on a préparé cette émission, vous avez aussi évoqué que Game of Thrones, c'était aussi, pourquoi pas, le moment de parler de formes illégitimes de management. Comment on peut manager un collectif de façon qui ne serait pas, on va dire, dans une société traditionnelle, tout à fait avouable en tout cas, mais ça on le voit dans Game of Thrones et je fais le parallèle ici avec une émission qu'on a réalisée avec Florian Besson, que je vous recommande d'écouter, sur la violence par exemple. Ces formes-là, on le voit tout à fait bien dans Game of Thrones, avec en particulier, si on veut parler de notre personnage, quelqu'un comme Ramsay Bolton. Effectivement, et dans les formes, entre guillemets, illégitimes, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire des formes illégitimes? Ça veut dire que ce sont des raisons qui font que les gens vous suivent, mais pas parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils y sont contraints et forcés pour différentes raisons. Et en fait, on peut distinguer 3 grandes formes qui fait que les gens vont obéir, mais en y étant, j'ai envie de dire contraints, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas parce qu'ils sont, comment dire, un petit peu obligés de le faire. Et ces 3 formes, il y a effectivement la violence, plus généralement, on ne va pas être coercition, ça peut inclure la menace, mais on est vraiment dans la coercition. On a une autre forme qui est ce qu'on peut appeler au sens large les incitations. Les incitations, alors ça c'est un peu au niveau gouvernemental, ça peut être les primes, les récompenses, ça peut être tout ce qu'on appelle la carotte en général. En fait, ça inclut aussi la corruption, qui est une autre forme d'incitation, même si celle-là est illégale. Donc cette fois-ci, les gens vont faire quelque chose, pas parce qu'ils le souhaitent ou pas parce qu'ils veulent suivre la personne, mais parce qu'ils y gagnent quelque chose. Et la 3e forme, bien sûr, c'est la manipulation. Où là, c'est parce que les gens ne savent pas, n'ont pas toute l'information, qu'ils se font, entre guillemets, manipuler et qu'ils vont faire des choses qu'ils n'auraient certainement pas fait s'ils avaient su tout ce qu'il y avait à savoir. Et donc, ce qui est assez fascinant encore dans la série, c'est qu'on a un archétype de ces 3 formes sombres, entre guillemets, de domination, et aussi un personnage qui reprend quasiment les 3 à la fois pour incarner le mal absolu, entre guillemets, qui incarne les 3 formes. Mais si on prend ces 3 formes extrêmes, effectivement, c'est Ramsay Bolton qui incarne le mieux la partie coercition, puisque en plus d'être quelqu'un qui utilise la force, qui utilise la menace, la peur, etc., c'est un tortionnaire, c'est quelqu'un qui torture les gens, qui leur fait subir des pressions psychologiques et physiques épouvantables. On ne peut pas imaginer pire en termes de personnage à ce niveau-là, et vraiment, il incarne complètement la coercition dans son sens le pire qu'on peut imaginer. Autre personnage assez central dans la série aussi, qui lui incarne à merveille la manipulation, c'est Lord Baelish, Littlefinger, qui passe son temps à manipuler les uns et les autres en ayant accès à des informations que tout le monde n'a pas. Il va manipuler jusqu'à Sansa, il va vraiment manipuler tous les gens qu'il rencontre pour se hisser au sommet. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que ce qui précipite sa chute, c'est finalement de tomber contre Bran, c'est-à-dire la corneille aux 3 yeux, qui est quelqu'un qui incarne le savoir absolu et qui est donc, par définition, non manipulable, puisqu'il sait tout. Pour manipuler, il faut avoir des informations que l'autre ne possède pas. Et donc, on a ce personnage-là qui est vraiment l'incarnation de la manipulation. Reste le 3e, les incitations, la corruption, tout ce qui est le fait de jouer les récompenses, d'aller
inciter les gens à faire ce qu'on veut. Et ça, le personnage qui l'incarne le mieux, à notre avis, c'est Tywin Lannister, hein, le père de Tyrion et de Jaime et de Cersei. On voit très souvent calculer, offrir des choses, faire en sorte que les gens fassent pour lui des choses plus ou moins horribles, mais toujours parce qu'il leur promet quelque chose en retour. Et donc, on a quasiment à nos pendants des trois formes légitimes, Daenerys, Jon et Tyrion, on a les trois formes illégitimes de coercition, de manipulation et d'incitation que sont ces trois personnages-là. Et on a un personnage, puis là, peut-être, Marine, je te laisse en parler, qui incarne un peu tout ça à la fois, et qui est Cersei. Oui, et puis c'est difficile de parler de management dans Game of Thrones sans parler de quand même celle qui dirige Westeros pendant une grosse partie de la série, qui est Cersei Lannister, et qui a grandi en fait au milieu de personnages qui incarnent différentes formes de management, notamment pas mal de formes illégitimes, hein. Tu viens de parler, Cyril, de Tywin Lannister, mais elle voit aussi des gens qui manipulent, des gens qui utilisent la force, en tout cas la violence, et elle va très joyeusement utiliser l'ensemble de ces choses-là. Euh, et à plusieurs reprises, elle va manipuler les gens, elle va utiliser des incitatifs divers et variés, elle va utiliser la force, voire faire exploser, passer au feu un ensemble de la population. Donc, elle est quand même dans l'ensemble de ces choses-là parfaitement habile. Euh, et elle va le faire d'ailleurs toujours pour une raison. Hein, c'est jamais gratuit. C'est euh, toujours une façon d'atteindre ses buts et de pouvoir être là où elle est finalement. Et en ça, pourquoi est-ce que je mets le point sur le fait que ce n'est jamais gratuit? C'est parce que on a un personnage dans la série qui fait des choses à un moment donné gratuites, qui verse dans la violence de façon complètement gratuite. Et c'est Daenerys. Là, je vais peut-être repasser la parole à Cyril, peut-être pour nous parler des limites. On a parlé hein, des côtés nobles et des beaux côtés des trois formes légitimes que sont le charisme, le caractère rationnel légal et la tradition. Mais il y a des limites, en fait, à ça, Cyril. Oui, on voit les trois. Évidemment, Daenerys est la plus spectaculaire des trois, mais les trois voient leurs limites. Tyrion, on se rend compte à plusieurs reprises, tant qu'il est main du roi ou de la reine, tout fonctionne plus ou moins bien, mais dès qu'il perd son titre, il n'est plus rien. On le voit dans son cachot, après la bataille de la Nera, ou on le voit quand il est à nouveau dans son cachot après la bataille de Castral Rock lors de la dernière saison. Une fois qu'il n'est plus main du roi ou de la reine, il n'est absolument plus rien, puisque sa légitimité, elle est certes construite par ses conséquences, par ses compétences, mais fondamentalement, c'est parce qu'il a le titre officiel et formel qu'il peut donner du pouvoir et être suivi. Jon aussi, on voit ses limites à plusieurs reprises. D'abord, lorsqu'il essaye, entre guillemets, d'outrepasser la tradition en ouvrant les portes du mur aux sauvageons. La conséquence est assez simple, hein, il est quand même tué par son propre collectif. Alors après, on pourrait débattre sur est-ce qu'il a trahi la mission de la garde de nuit ou pas. Lui dirait que non, mais ce n'était pas l'avis forcément de tout le monde. En tout cas, c'est une limite du management organique et de la tradition, c'est que quand il faut faire des changements vraiment très, très brutaux, c'est parfois un petit peu compliqué à réaliser pour ce mode-là. Et puis, on le voit aussi à la fin quand il est incapable, d'ailleurs c'est aussi le cas de Jon, hein, incapable de faire pression sur Daenerys pour l'empêcher de dériver complètement. Et Tyrion et Jon sont totalement impuissants face à ce que fait Daenerys. Et quant à Daenerys, là c'est évidemment le plus spectaculaire puisque elle va faire d'une certaine manière ce que disait Marine, hein, pire encore que Cersei. Cersei faisait des choses horribles, mais toujours pour obtenir quelque chose. Dans l'un des derniers épisodes de la série, quand Daenerys détruit la capitale, elle le fait pour rien en fait. C'est-à-dire que la bataille est déjà gagnée, c'est déjà terminé, et elle va juste brûler tout ça pour obtenir à peu près rien. Et pourquoi est-ce que c'est possible? Bien sûr parce qu'elle est extrêmement puissante avec ses dragons.
ce serait difficile d'imaginer ça autrement. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison principale, c'est que le problème de la légitimité charismatique, c'est qu'elle ne repose sur rien d'autre que la personne elle-même. Elle ne repose sur aucune règle, sur aucunement la raison, sur aucune tradition, aucune coutume, aucune habitude, rien d'autre que la personne elle-même qui est légitime. Donc, si elle déraille, eh bien, il n'y a personne qui ne peut l'arrêter, aucune légitimité ne peut aller contre. Et puis, il se passe ce qu'on voit à la fin de la saison. Alors, ça a suscité beaucoup la colère de nombreux fans, mais d'une certaine manière, les scénaristes sont allés au bout de la logique et au bout du personnage en lui faisant vivre une fin qui est quelque chose qui peut tout à fait arriver et qui arrive d'ailleurs assez régulièrement dans une logique charismatique. Alors, on voit que autant la série nous montre les archétypes négatifs, des archétypes positifs, mais sans nous cacher aussi les limites et dangers de ces archétypes légitimes. Et puis, peut-être pour conclure, on pourrait parler d'un dernier personnage qui est quand même central, dont on peut suivre l'ascension tout au long des 8 saisons, et qui est un mélange un peu de tout ça, et qui est Sansa. Et puis, Marine, peut-être je te laisse parler de Sansa. Oui, puis moi, c'était effectivement, on a écrit le livre avec Cyril. Le livre est sorti au tout début, enfin juste avant la saison 8. Donc, on l'a écrit sans connaître la fin, sans connaître la chute de Daenerys et sans connaître l'arrivée sur le trône final de Bran. D'ailleurs, c'était pas nous, si on avait eu des pronostics à faire, c'était pas parmi les. On pourrait en débattre de qu'est-ce qu'on pense de ça, mais c'était pas en tout cas une lecture. Ça fait du sens, mais c'était pas ça qu'on aurait sur lequel on aurait parié. Mais oui, le personnage de Sansa est pour nous intéressant parce que en fait, c'est de tous les personnages qui sont dans des positions de management dans Game of Thrones, c'est le seul qui apprend. Elle est pourtant pas forcément destinée à diriger et à gouverner initialement. Et puis, en fait, elle vit quand même beaucoup d'épreuves, que ce soit au contact de Joffrey ou après en exil, et puis après au contact de Ramsay Bolton. Donc, c'est vraiment pas un parcours des plus faciles, mais au travers de tout ça, elle apprend. Et il y a une espèce de prophétie que Tyrion lui dit à un moment donné, il lui dit « Vous nous survivrez tous, Lady Sansa ». Et ce qui fait que Sansa, elle passe au travers de ces choses-là, c'est sa capacité à apprendre et à métisser les différentes approches de management. Elle n'est pas un archétype ou l'autre. Elle utilise un peu de charisme parfois, comme par exemple quand elle sauve la bataille des bâtards, par exemple. Mais elle va à d'autres moments incarner plutôt une logique technique ou plutôt une logique traditionnelle. Ça reste une Stark et puis le pack des loups, c'est très présent pour elle. Et c'est probablement un personnage qui arrive à survivre à tout ça parce qu'elle ne s'enferme pas dans un archétype ou un autre de management. Et pour ajouter d'ailleurs, elle utilise ces archétypes qu'on a vus légitimes, mais pas seulement ceux-là, elle utilise aussi les autres. C'est vrai, elle envoie aussi les chiens manger Ramsay, elle est aussi dans de la manipulation, mais c'est vraiment un personnage qui apprend, ce qui est peut-être quelque chose qu'on voit moins dans les archétypes qu'on a cités précédemment et qui, pour nous qui enseignons le management, nous rappelle peut-être un peu plus ce qu'on aimerait voir dans nos étudiants, c'est-à-dire une capacité réflexive à essayer de comprendre les situations autour d'elle, voir comment les autres gèrent et en faire un métissage qui lui sied et qui fit avec qu'est-ce qu'elle veut être. Merci à tous les deux pour cette émission sur le management et Game of Thrones. Alors, on rappelle l'ouvrage que vous avez récemment publié en 2019, donc autour du management et de Game of Thrones. L'ouvrage est en bibliographie indicative, d'ailleurs comme la bibliographie que tous les deux vous avez indiquée pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin autour de ce travail-là, très très intéressant et qui nous montre finalement que, et c'est un début d'histoire en série, que finalement à travers les séries on peut travailler différentes matières, on peut travailler sur beaucoup de choses et surtout, vous l'avez dit, ce mot-là qui est intéressant, c'est intéresser les étudiants ou les élèves là-dessus. Alors, je renvoie aussi vers notre partenaire
nonfiction.fr si vous voulez aller écouter les podcasts avec les résumés et les liens pour aller vers les grandes plateformes de téléchargement et d'écoute. Et puis, retrouvez-nous sur Twitter @histoire-série ou sur Facebook, le groupe d'Histoire en série, pour avoir les dernières actualités. Et puis aussi, je vous renvoie vers notre partenaire, La Garde de Nuit, la principale association francophone de fans de l'œuvre de George Martin et de la série qui rediffuse toutes les émissions. Merci à tous les deux, puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter de ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange animals. Endless